Donc avant de commencer, juste je vais vous montrer une recherche qui vient d'être acceptée dans Blood cette semaine, où on détecte un MIR RNA125B qui est en relation avec cet oncogène TLX3 qui est surexprimé dans les leucémies lymphopathiques et qu'on a ciblé pour inhiber, et ça donne des bons résultats. Comme ça a été accepté cette semaine, il sera publié la semaine prochaine. Sur Blood, si vous voulez, je peux vous envoyer l'article, le preuve, mais il faudrait attendre la version corrigée par le journal. Ok, je commence maintenant ma présentation. Mes sujets de recherche pour 6 ans, on va dire, en France, entre 2 universités. Donc les gens, lorsque je parle avec des non-spécialistes, ils croient que la génétique c'est comme ça. Donc on a rayure, on va donner donc moi. Mais ça ne marche pas comme ça, c'est plus compliqué, c'est très compliqué parce qu'il y a l'épigénétique, il y a tout ce qui est derrière. Donc je vais vous plonger encore une fois dans le monde de l'épigénétique et dans le monde aussi des ARN encodants, donc les 2 principaux projets en France. Donc ce sera une introduction, donc je vais parler du premier projet qui est l'épigénétique, le deuxième je vais le zapper parce qu'on n'a pas assez de temps. 30 minutes, je ne sais pas, déjà je vais dépasser peut-être. Et le troisième, c'est sur les lignes RNA dans les leucémies. Donc avant de commencer, je voudrais remettre certaines notions au clair. Donc celle de l'épigénétique, donc vous savez qu'on a entre 200 et 400 différents tissus dans un corps, humain ou animal ou même plante. Chaque tissu, chaque type cellulaire est défini par un épigénome unique, c'est ce qui lui donne son identité. C'est le processus du mécanisme régulateur de la transcription, donc chacun a ses processus et mécanismes de transcription, et chaque processus est dû à un profil transcriptionnel unique qui est dû à un profil épigénétique unique. Donc l'épigénétique, juste un rappel de ce que vous avez vu hier et aujourd'hui. Donc l'épigénétique, on peut la diviser en plusieurs parties. Il y a la compaction de la chromatine, ouverture ou non, de chromatine et de la chromatine. Il y a la méthylation de l'ADN, des IloCTG, surtout dans les promoteurs, qui va faire réguler, activer les gènes lorsqu'on les et les cofacteurs, par exemple. On a les facteurs de transcription, bien sûr, mais il y a aussi, il ne suffit pas d'avoir juste le facteur de transcription, mais il faut le cofacteur parfois pour faciliter l'insertion et l'action. Donc ça rentre dans la partie épigénétique. Et le plus important des modifications épigénétiques, les modifications post-transcriptionnelles des histones. D'accord? Donc comme vous avez vu hier, l'histone, il contient des queues, et chaque queue, elle est sujette à des modifications très spécifiques et c'est très fin. En fait, chaque acide aminé, s'il est modifié, il donne un résultat complètement régulation différente. Et même le niveau de la modification, une méthylation, deux méthylations, trois méthylations dans le même acide aminé change carrément l'action, le comportement du gène ou de la région régulée. Donc, l'une la plus importante, par exemple, donc juste un rappel de la nomenclature de l'épigénétique, on cite combien la modification est faite, tri, mono, diméthyl, la méthylation, l'acétylation ou quoi, sur quel acide aminé, par exemple le 4e lysine, et sur quel histone, par exemple le 3. On note la marque, si vous allez voir cette nomenclature, ça signifie ça. Donc, je ne vais pas revenir à chaque fois. Lorsque je dis H3, K4, méthyle 3, ça veut dire histone 3, lysine 4, méthylé 3 fois. D'accord? Ici, juste un rappel, mais une update, parce que ce qu'a montré hier, peut-être ça date de 2014.
Mais il y avait une juste avant et même après qui montre un peu différents résultats et plus corrects, je crois, mise à jour. Donc, on a la mutilation 3, par exemple, qui est dans les promoteurs pour les jeunes activés. Hier, sur la diapo d'hier, il y avait une petite erreur, c'est juste que la méthyle 1, avant, on croyait qu'elle était juste sur les énonceurs actifs et elle n'est pas sur les énonceurs inactifs. C'est faux, elle est dans les deux, en actif et inactif. Et ce qui définit l'activation de l'énonceur, c'est l'acétylation et la triméthyle aussi, ici. C'est ça qui définit l'activité de l'énonceur et pas la monométhyle. C'était en fait un dogme auparavant, il a été changé, il a été corrigé. Donc, dans mes projets, j'attaquais deux nouveaux concepts dans l'étude de la régulation génétique, qui n'étaient pas auparavant très explorés. Le premier, c'est l'aspect qualitatif du profil épigénétique. Parce qu'on parle de PIL, il y a ou il n'y a pas la marque. Mais si elle est là, mais plus grande, plus petite, très large, est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce qu'il y a la qualité aussi de la marque épigénétique a un sens ou non? Donc, je voulais attaquer à ça. Et aussi la combinatoire. Donc, s'il y a deux marques contradictoires, qu'est-ce qu'on va faire sur ce? Est-ce qu'on va dire il est activé, réprimé? Qu'est-ce qui se passe? Et le deuxième aspect que je vais parler, c'est les transcrits non codants et leur rôle dans la régulation. À l'aide des micro-RNA, les short, on les appelle les short RNA, mais il y a toute une classe qui est majoritaire du génome. C'est 90% peut-être de ce qui est transcrit, c'est des longs non codants RNA. C'est des ARN grands, pas seulement de 20, plus de 200 nucléotides, et qui sont non codants pour des protéines et qui restent en état d'ARN, agissent comme un ARN dans la cellule. Pour réguler, on va voir quelles sont leurs fonctions possibles. Donc, ici, juste, je rappelle donc, les marques épigénétiques dans un gène actif, c'est comme ça. Il y a une combinatoire de marques épigénétiques. Il n'y a pas seulement une marque dans une région, mais il y a plusieurs qui sont en même temps. Donc, c'est la combinatoire qui fait qu'il y a activité et le niveau d'activité. Par exemple, on a observé que la marque méthyle 3, selon le niveau d'expression du gène, la marque elle corrèle. En fait, si on a une marque épigénétique plus large, plus grande, plus longue, le gène est exprimé plus. Si la marque est modérée, il est exprimé moins. Si la marque n'est pas là, il n'est pas exprimé. Donc le niveau de la marque épigénétique contrôle aussi le niveau de la transcription, combien on veut de cet ARN. Donc la cellule a trouvé un moyen de contrôler la quantité d'ARN produite. Donc peu d'études travaillent sur cet aspect qualitatif des marques épigénétiques. Donc lorsque j'ai commencé le projet, j'ai fait un recensement des dernières études sur cet aspect qualitatif. J'ai trouvé une seule étude qui parle des domaines bivalents, donc contradiction dans la marque épigénétique. Par exemple, en général, on trouve soit une marque activatrice, soit une marque inactivatrice, comme ici. Mais dans certaines cellules, comme les cellules souches surtout, on trouve dans le même locus une marque activatrice et une marque de répression sur le même locus. Qu'est-ce qu'on va décider pour ce gène? Il est activé, inactivé, qu'est-ce que ça signifie? Ok, c'est pas le sujet. Ceux qui veulent dire qu'est-ce que ça signifie. Donc, et il y a aussi les super-énonceurs. Donc on parlait des énonceurs. Donc c'est un locus en avant, en aval, des promoteurs du gène et qui contrôle le promoteur donc, pour l'activation du gène. Mais ça, c'est les énonceurs qu'on connaissait. Mais on a identifié des énonceurs très larges. Vous voyez, la taille est énorme. Et ces gènes-là, on a identifié qu'ils ont une activité plus tissu spécifique et régulation plus fine. Donc le gène n'est pas contrôlé par un seul énonceur, mais par une combinaison d'énonceurs. Chacun va produire,
un effet qui va essayer de réguler très finement ce gène, l'expression de ce gène. Donc, ce n'est pas une régulation grossière comme pour les autres financeurs, pour les gènes de type housekeeping. L'appareil de housekeeping est spécifique. En fait, c'est pour ça qu'on a commencé par identifier les gènes spécifiques et housekeeping, et montré hier, et après on est parti pour l'épigénétique pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est spécifique et pourquoi il est housekeeping. Et ça s'explique par l'épigénétique. Donc par la forme, la qualité du signal de l'épigénétique. Et cette étude-là, où j'ai participé plus, en 2010, avec ma première personne qui m'a introduit en bioinformatique, je suis bioinformaticien, c'est grâce à une Polonaise, Alexandra Petrovska. Donc on a étudié aussi les marques épigénétiques et leurs formes, et on a identifié que les gènes spécifiques, ils ont une marque épigénétique bien précise, c'est la H3K4-méthyle 2, que personne ne regardait. Les gens regardaient la 3 ou la 1, mais la 2, et elle est tissu spécifique. C'est elle qui définit la tissu spécificité du gène. Si on a cette marque-là, c'est que ce gène est tissu spécifique. Il est exprimé que dans une seule cellule ou un type cellulaire. D'accord? Donc,